Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on fait une exploration un peu spéciale. On va plonger dans des extraits d'un roman qui fait réfléchir. Pourquoi les singes ne posent jamais de questions? D'Ahmed El Mustafa. C'est centré sur une chercheuse, Elise Malbrook, puis son étude des chimpanzés, surtout leur silence assez étrange. Fait que notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre le ton de ce livre. On nous dit qu'il est à la fois écologique, mystérieux. Plein de sagesse aussi, puis profondément humain. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer. Exactement. Alors, on va regarder ça ensemble. Puis le point de départ, c'est quand même fascinant, là. Pourquoi ces animaux qui sont si proches de nous génétiquement, pourquoi ils posent jamais la question « pourquoi ?» C'est vraiment l'énigme qui colore tout le livre, puis la quête d'Élise. Oui, tout à fait. Donc, on va naviguer entre l'observation scientifique, fictive, là, la philo aussi, avec Spinoza qui revient, Oui. puis le parcours personnel d'Élise, qui essaie de comprendre ce silence de la nature, prête à entrer dans ce mystère. Allons-y. Bon, commençons par ça, le silence des chimpanzés. Le roman le décrit pas juste comme, une absence de mots, c'est décrit comme assourdissant, presque un langage en soi, tu sais. Élise, elle ressent un vertige face à ça. C'est pas juste calme, c'est comme actif. Ça semble vouloir dire quelque chose, mais quoi? Au début, elle cherche. C'est là qu'on touche à une des idées fortes du livre, je pense. Ce silence-là, ça pourrait être une forme de sagesse. Puis le lien avec Spinoza, il est intéressant. Sa formule Deus sive natura. Dieu ou la nature. Exact. Ça dit en gros que tout est un, une seule et même réalité. Le roman suggère que les chimpanzés, peut-être, y questionnent pas parce qu'ils vivent ça. Ils ressentent cette unité, instinctivement, alors que nous, avec notre tête, on a tendance à tout couper en morceaux, à analyser. C'est intéressant comme perspective. Mais cette idée de sagesse silencieuse, est-ce qu'on risque pas un peu d'idéaliser les animaux? Ou de diminuer l'importance de notre propre curiosité, notre besoin de comprendre le pourquoi? C'est une bonne question, ça. Je pense pas que le roman rejette notre quête de compréhension. C'est plutôt qu'il explore l'idée qu'il y a d'autres façons de savoir, des modes plus intuitifs, peut-être plus connectés au monde, que notre focus sur le langage, sur l'analyse nous a comme fait oublier un peu. Ah, OK. C'est moins une opposition qu'une invitation à élargir notre vision de savoir, mettons. Puis c'est là qu'on retrouve le côté mystérieux, puis cette sagesse dont on parlait. Puis il y a un exemple vraiment frappant dans les extraits, c'est le chimpanzé qui grave une spirale sur une écorce. Ah oui? C'est pas un mot, c'est un symbole, genre un poème muet ou une carte secrète, là. Puis ça semble compris sans qu'on ait besoin d'expliquer. Ça montre bien cette communication qui va au-delà des questions. Tout à fait. Puis la dimension écologique, elle est super présente aussi. C'est lié à cette sagesse-là. La forêt est décrite comme une cathédrale sauvage. On sent vraiment la critique sous-jacente de l'intrusion humaine. Oui, les drones, la déforestation. Exact. Il y a un gros contraste entre le silence respectueux des singes, qui font partie de tout ça, puis le bruit des machines, des humains qui vient comme casser l'harmonie. Puis ce qui rend le roman très humain aussi, c'est qu'on suit Élise, son évolution. Au début, elle est frustrée scientifiquement, tu sais, ses méthodes ne marchent pas tout à fait. Puis là, elle se lance dans une quête d'immersion, de communion. Les extraits la montrent qui essaie des méditations partagées, qui participe à des rituels, qui plante des arbres avec les singes puis les villageois. C'est son propre cheminement intérieur qu'on voit. Oui, c'est ça. Puis cette connexion-là, elle passe par des gestes simples, mais vraiment forts. La main d'un jeune chimpanzé qui se tend vers elle. Un regard dans un miroir où leurs reflets se mélangent. Wow! Puis ce moment, ouf, particulièrement puissant avec le vieux chimpanzé Amos. Il semble transmettre une mémoire ancienne, là. Il pointe le ciel, la terre, il trace un cercle puis il met la main sur son cœur. Une communication sans mots mais d'une densité incroyable. C'est sa marque, ce passage-là. Donc, pour résumer, le temps du livre, il se tisse vraiment à travers tout ça. Le mystère de ce silence qui pourrait être une forme de sagesse intuitive, écologique. En lien avec Spinoza? Oui, puis le parcours très humain d'Élise qui cherche une autre forme de connaissance, plus dans le ressenti, moins dans la tête. C'est une bonne synthèse, ouais. Le roman a l'air de suggérer que la vraie intelligence, c'est pas juste de pouvoir poser des questions, c'est peut-être aussi, puis même autant, d'être capable d'écouter, d'appartenir, de ressentir l'unité du vivant. Il y a même une phrase qui dit « Les singes se souviennent de ce que nous avons oublié ». Ça remet pas mal de choses en question sur ce qu'on appelle le savoir. Puis ça nous laisse avec une pensée pour la fin.
Et si le silence, c'était pas juste un vide qu'on doit remplir avec nos mots puis nos questions? Si c'était plutôt une présence, dense, une forme de connaissance primordiale que notre langage, même s'il est riche, ben des fois il filtre ou il cache. Qu'est-ce que cette présence silencieuse pourrait nous apprendre à nous aujourd'hui? Merci d'avoir exploré ces sources avec nous. La mia truce la